Accueillez Bruno Germain, Virtual Cloud Networking Consulting SE Network and Security chez VMware pour cette conférence présentée à l'occasion de l'événement Le Secure. Bonne conférence! Bonjour, mon nom est Bruno Germain et aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de ce qui se passe au niveau des environnements de Zero Trust, un petit peu les expériences qu'on a acquises au fil du temps, puis les challenges avec lesquels on est pris aujourd'hui. D'abord, je veux juste assurer tout le monde, je travaille pour VMware, mais aujourd'hui, la présentation que je fais est générique et ne fait pas la promotion de nos produits. Donc, si jamais je finis par en parler, c'est vraiment à titre d'exemple. Le contenu de la présentation peut définitivement être partagé. Et la session, je vais la faire en français. Malheureusement, le matériel est en anglais et je vais probablement utiliser du franglais une fois ou deux à travers la présentation, donc sorry. L'agenda que j'aimerais couvrir avec vous aujourd'hui est assez simple, c'est-à-dire revoir avec vous un petit peu où on en est au niveau du Zero Trust, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, les initiatives qui sont là, un petit peu les efforts de normalisation qui ont été faits, puis à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a de disponible pour s'y référer. Et finalement, après ça, regarder les défis avec lesquels on est confronté aujourd'hui à mesure que les déploiements se font. Puis finalement, vous entretenir d'un petit projet que je suis sur le point de partir qui pourrait venir compléter un petit peu l'information que vous recevez. Je vais commencer d'abord avec cette idée de périmètre, parce que c'est de là que tout est parti. Je vous présente rapidement la page de Desjardins, la page d'accueil de Desjardins. Puis je vous pose les questions suivantes rapidement. Cette application-là qu'on voit à l'écran en ce moment est située où? Desjardins ont plusieurs centres de traitement. Est-ce que c'est dans le centre de traitement primaire, dans le centre de traitement secondaire? Est-ce que c'est dans un fournisseur infonuagique? Est-ce que c'est partiellement dans un centre de traitement, partiellement dans l'infonuage? Est-ce que ça va aussi chez un partenaire comme Disnat, entre autres, qu'ils utilisent pour les actions? Ou est-ce que c'est une combinaison de tous ces trucs-là? Les usagers sont où? À l'interne, à l'externe? Les développeurs qui ont été renvoyés à la maison aujourd'hui accèdent comment? Les administrateurs de système pour cet environnement-là le font de quelle manière et de quel endroit, à partir de quel type d'appareil? Est-ce qu'il y a d'autres systèmes à l'intérieur de Desjardins qui accèdent à l'information de cette page-là, de cette application-là, ne serait-ce que pour savoir comment vous naviguez, quels services sont les plus utilisés? Donc, où est-ce que tout ça se situe? Comment est-ce qu'on établit un périmètre? Si on y va en termes traditionnels, je mets mon firewall où dans cet environnement-là? La notion de périmètre a complètement changé. Puis, j'irais jusqu'à dire que les investissements qu'on a faits dans la notion de defense in depth, c'est-à-dire dans cette notion-là de couche alternative de périmètre qui nous permettait de sécuriser les environnements, aujourd'hui, c'est presque pour rien. Les principes ne sont pas mauvais, mais la façon dont on l'a déployé ne sert à peu près plus à rien. L'environnement, dans le fond, n'a pas été capable de suivre les évolutions qu'on a eues au niveau infonuagique, au niveau de l'Internet. La prolifération des équipements qui nous permettent d'accéder au contenu a aussi complètement changé la donne. La notion de cloud computing, c'est-à-dire la notion où on va chercher des ressources spécifiquement pour des services au niveau de l'infonuagique, que l'on ramène à l'interne, encore une fois, n'était pas pris en compte au moment où on essayait d'établir des périmètres physiques à l'intérieur de nos centres de traitement. La notion de mobilité, qu'on est à un endroit, à un autre endroit, qu'on se connecte à partir d'un Wi-Fi, d'un réseau physique à l'interne, à l'externe, encore une fois, toute cette notion-là de fluidité n'existait pas à l'époque. Donc, l'idée, c'est qu'on a perdu un petit peu cette notion de périmètre-là. Le périmètre local, prenons par exemple ce qui est arrivé avec la COVID, a fait en sorte qu'on a renvoyé tout le monde à la maison. On a donné à tout le monde un appareil. Puis, normalement, ces gens-là sont administrateurs du système, par défaut, parce que ça lui permet, entre autres, d'installer des rustines, d'autres logiciels, etc. Puis, scénario probable, un enfant, un conjoint utilise l'appareil une fois de temps en temps, puis peut-être, sans nécessairement le vouloir, accède à un site, un logiciel malveillant s'installe au niveau du browser, au niveau du furteur. C'est un nouveau logiciel, il n'y a pas de signature au niveau de l'antivirus, il est là, il n'est pas détecté. Le lendemain matin, on se connecte vers l'entreprise. Et là, tout à coup, à partir des privilèges de l'usager, on peut commencer, le logiciel malveillant peut commencer à faire un petit peu de reconnaissance, à faire des trucs. Il a passé le périmètre. Le périmètre devient perméable.
OK? Les périmètres qui étaient globaux parce qu'on avait, entre autres, des succursales, parce qu'on avait une présence mondiale ou élargie, pas juste un centre de traitement, ça aussi devient un enjeu extrêmement difficile à cerner. Si on prend, entre autres, ce qui s'est passé avec NetPetya, il y avait une compagnie qui s'appelait Linkos, qui est en Ukraine, que les Russes ont hacké. Parce que, bon, il y a une guerre présentement entre l'Ukraine et la Russie. Puis c'était une de leurs stratégies au niveau de la cyberattaque d'aller prendre position dans ces types d'entreprises-là. Donc, Lycos, une compagnie qui fait des logiciels de comptabilité, a des liens avec tous ses clients pour mettre à jour, entre autres, le logiciel, mais aussi parce qu'il y a certains services auxquels il y a des systèmes qui transfèrent des données à l'entreprise principale. Une de ces compagnies-là s'appelle Maersk, qui, elle, fait du transport maritime, entre autres, tous les containers qu'on voit, c'est une compagnie qui est mondiale, qui est globale. Puis, c'était une attaque qui était connue, donc les serveurs auraient dû être patchés pour le type de vulnérabilité, mais dans leur cas à eux, ça n'était pas le cas. Donc, la journée de l'attaque, ça s'est propagé à la vitesse de l'éclair, puis tous leurs systèmes sont tournés en briques en dedans d'à peu près 24 heures. Ce qui les a sauvés, c'est qu'il y a un bureau au Ghana que la veille de l'attaque, ils ont eu une panne électrique. Donc, le bureau n'était pas en ligne. L'ensemble de la compagnie était inopérante, mais parce que ce bureau-là avait été fermé, eux avaient encore des systèmes qui n'avaient pas été updatés. Donc, ils ont travaillé de manière manuelle pendant des semaines et des semaines en gardant ce bureau-là, dans le fond, déconnecté. Et ils ont été capables de rebâtir au fil du temps leur environnement à partir de ce qui avait été dans ce bureau-là. Mais des milliards de dollars ont été perdus. Mais tout ça pour dire, encore une fois, que plus que le périmètre est grand, puis dans un système qui est global, avec lequel on a encore des partenaires qui viennent se connecter, puis l'exemple de SolarWinds récemment en est encore un autre, fait en sorte que les périmètres globaux, cette idée-là d'avoir un mur qui fait le tour de toutes nos succursales et de tous nos endroits dans le monde devient à peu près impossible à gérer. Les zones de conformité, que ce soit parce qu'on a du PCI, qu'on a du NERC, admettons, dans le cas d'Hydro-Québec, pour se connecter au grid électrique. Autrefois, on pensait que tout ça, ça nous donnait un niveau de sécurité. Okay? On a vu avec les Target, on a vu avec les Equifax, entre autres, que, bon, oui, ça nous permet un niveau de conformité pour faire ces transactions-là et se connecter sur des grilles, mais ça n'assure pas, entre autres, que les systèmes ont été mis à jour, que les certificats sont aussi à jour, que les usagers qui se connectent n'ont pas changé. Donc, que ce soit un gouvernement, que ce soit une entreprise, on a vu que, dans le fond, toutes ces notions de périmètre-là, on n'était pas nécessairement en mesure de se protéger efficacement. La prolifération, encore une fois, de tous les nouveaux appareils qui sont sur le marché et finalement, ce qu'on appelle les Internet of Things, tous ces petits devices-là qu'on peut venir connecter un petit peu partout chez nous. Faut savoir qu'ils sont tous web-enabled, app-enabled, qui utilisent tous des passwords, puis qui sont souvent faits dans des pays où les gouvernements ont des stratégies pour venir faire de l'espionnage industriel ou prendre avantage de nos environnements à nous. Donc, il faut présumer que la majorité de ces appareils-là ne sont pas sécures en partant. Donc, la notion de périmètre, encore une fois, c'est pas tant qu'elle elle a disparu. On a encore besoin d'une notion de périmètre. Par contre, le monde a changé. Puis, l'idée d'établir des murs vient de disparaître. Il faut passer à autre chose. Ce qui nous a amené, dans le fond, à Zero Trust, qui était une architecture qui était déjà documentée, mais qui n'était pas vraiment très, très présente. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en termes de momentum présentement dans le marché, une étude qui a été conduite l'année passée par IDG nous montre une certaine évolution. C'est-à-dire que le nombre de compagnies, le nombre d'entreprises et de ministères et d'organismes gouvernementaux qui l'ont mis en place augmente d'année en année. Le nombre de personnes qui l'évaluent puis qui vont en phase de test avec aussi augmente. Puis si vous regardez un petit peu les trois graphiques, sur l'ensemble des gens qui ont été sondés, aucun dit qu'ils ne l'évalueront pas ou qu'ils ne l'ont pas dans leur stratégie. Donc, c'est devenu le nouveau Defense Index, c'est devenu la nouvelle norme sur comment approcher la sécurité dans nos entreprises. Et si on regarde encore d'autres
tendance, si on veut. L'IDSA, qui regroupe, dans le fond, un paquet de joueurs au niveau de la gestion, puis comment utiliser les identités dans un mode de sécurité, a déterminé que leur approche, encore une fois, était basée sur le Zero Trust. Ils ont été les deuxièmes à vraiment tenter, après Google, une implantation à grande échelle et ont documenté les étapes pour faire ça. Si on regarde au niveau du Cloud Native Computing Foundation, qui est encore une fois un organisme qui surveille un petit peu le déploiement de services, de microservices, de Kubernetes et tous ces environnements Cloud Native, leur stratégie de sécurité est basée sur Zero Trust. Allez voir n'importe quel fournisseur infonuagique. Ils ont tous et chacun un guide sur comment implanter Zero Trust dans leur environnement, qui est la méthode privilégiée pour essayer de faire de la sécurité avec eux. Finalement, je voulais vous parler un petit peu aussi de l'ISACA. L'ISACA est un organisme qui certifie des auditeurs. Donc, au niveau IT, là, ils forment toutes sortes d'auditeurs pour différents types d'audits au niveau IT. Tous les programmes, présentement, ont une section sur le Zero Trust parce que l'idée, c'est qu'ils veulent préparer leurs auditeurs à être capables d'analyser la posture de sécurité de chacune des entreprises et des services qui sont offerts dans un contexte d'audit. Finalement, si on se rapproche un petit peu plus de nous ici au Canada, le gouvernement fédéral, au niveau des services partagés, a une table de travail qui fonctionne depuis l'année passée, depuis l'automne. Notre dernière rencontre a eu lieu le 12 janvier dernier. Et à l'intérieur de cette table de travail-là, pour établir la nouvelle norme au niveau des services partagés, ce qu'on voit, c'est que le Zero Trust est la fondation de sécurité qu'ils désirent mettre en place. Il y a un autre aspect qui est le Software Defined Networking qu'on voit ici à gauche. Je vais en reparler tout à l'heure parce que, dans le fond, c'est deux composantes qui sont difficiles à dissocier quand on s'en va dans un environnement virtuel et de grande échelle. Donc, où en sommes-nous au niveau de la norme? C'est-à-dire qu'il y a eu au départ du travail qui a été fait par John Kindervag, c'est-à-dire qui a publié ses premières recherches à l'époque où il était encore analyste chez Forrester. Puis, pour John, tout se passait au niveau du Service Gateway, c'est-à-dire que si vous regardez ces documents, c'était très orienté réseau et il y avait ce genre d'appareil-là qui était précurseur, dans le fond, au Next-Gen Firewall, qui s'assoyait dans le milieu du réseau et à travers lequel tout le trafic passait et les politiques étaient appliquées. Les principes de base au niveau de « on ne truste jamais », que ce soit un usager, un appareil, qu'il faut monitorer, etc., étaient déjà définis, mais le concept en termes d'applicabilité était vraiment très focus sur le réseau avec un appareil qui était comme au centre, qui dirigeait un petit peu comme un aiguilleur qui aiguillait au niveau sécurité toutes les transactions qui se faisaient. Suite à la publication du rapport de John au début, il y a Beyond Corp, qui appartient à Google, qui a fait une première tentative de déploiement vers 2010. Et l'IDSA, comme j'ai dit aussi, basée sur des structures au niveau de l'identité. Puis ça, c'est important à comprendre parce que lorsqu'on s'en va dans un contexte d'infonuagique, on ne peut pas baser notre sécurité sur des notions d'infrastructure parce qu'on n'a plus accès à l'infrastructure au niveau du nuage. Donc, si aujourd'hui, je m'ouvre un compte chez Amazon ou chez Google, je prends ma carte de crédit, je m'ouvre un compte, a priori, le premier compte, il est Dieu dans l'environnement, il a tous les privilèges requis. Donc, à partir de ce moment-là, tout est en termes de comment je restreins les privilèges des différents comptes que je vais créer au niveau du nuage. C'est pour ça que tout l'aspect d'identité, du moment où on s'en va dans une infrastructure qui est virtuelle et au niveau infonuagique devient si importante et que ces gens-là ont commencé à travailler dès le départ sur ces aspects-là. Par la suite, les manufacturiers ont pris un petit peu le relais. Okay. Puis, ils ont sauté sur l'opportunité, dans le fond, de définir ce qui était pour eux du Zero Trust. Puis, malheureusement, c'était souvent basé sur qu'est-ce que leur produit est en mesure de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la norme au complet puis de regarder un petit peu ce qui se faisait dans l'industrie, on partait du principe que, bon, j'ai un firewall, j'ai un IDS-IPS, j'ai une notion d'identité, je suis capable de faire du endpoint protection. Puis, on essayait de bâtir au niveau marketing, dans le fond, une architecture sur laquelle on pouvait coller nos solutions.
Malheureusement, le Zero Trust, ce n'est pas un produit. Le Zero Trust, c'est une architecture qui a des principes, puis qui a un mode opérationnel tout à fait différent. Donc, ça prend des produits, mais ce n'est pas des produits. Et si aujourd'hui, vous allez voir un petit peu tous les fournisseurs de services, tous les manufacturiers, vous allez voir que chacun a un petit peu sa vision de ce qu'un Zero Trust pourrait être. Mais de ces efforts-là, que ce soit les efforts de compagnies, de Beyond Corp, de l'IDSA, etc., des manufacturiers à définir ce que c'était, ce qu'on a fait, c'est que ça a commencé à générer, dans le fond, un momentum et de l'information, des données de base qui ont pu être récupérées. Puis tranquillement, il y a eu des efforts de normalisation qui ont été faits. Le premier, du côté de Forrester, John Kindervag est passé comme Field CTO chez Palo Alto, ce qui fait qu'il a été remplacé par le Dr. Cunningham, qui a pris le relais. Puis, à la lumière un petit peu de tous les efforts puis des défis qui étaient rencontrés, a étendu, dans le fond, le travail de M. Kindervag à une notion où il y a d'autres fournisseurs, d'autres définitions qui venaient complémenter ce qui a donné, dans le fond, le ZTX, le Zero Trust Extended Ecosystem. Le DISA, au niveau américain, a aussi publié pour la défense américaine un certain nombre de documents qui encourageaient le département américain de la défense à s'investir d'une certaine manière, avec une certaine procédure au niveau du Zero Trust, puis à commencer des projets dans ce sens-là. Le relais, après ça, a été pris au niveau de NIST, au niveau du National Institute for Standards and Technologies, qui, eux, normalisent normalement pour le gouvernement américain les architectures. Et ce qui a donné au mois d'août dernier la publication, dans le fond, d'une norme au niveau du Zero Trust Architecture pour tout ce qui est pour tout le gouvernement américain, mais que dans le fond, qui est public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement canadien, entre autres, utilise la norme NIST pour même définir à l'interne, au niveau canadien, comment on va aborder le problème d'architecture du Zero Trust. Une filiale, si on veut, ou un groupe qui est associé au NIST, qui s'appelle le National Cybersecurity Center of Excellence, est un peu le côté pratico-pratique de NIST. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de le mettre en application, non pas juste en termes de définition d'architecture, mais vraiment en termes d'implantation. Et on produit, quelques mois plus tard, dans le fond, au mois d'octobre passé, un guide aussi sur comment on pouvait approcher de manière pratique le déploiement d'un Zero Trust. Donc, aujourd'hui, on a des normes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se fier sur le marketing, on n'est pas obligé de se fier sur un petit peu une expérience à gauche, à droite de différentes sources. On peut vraiment aller référer au moins à 2 ou 3 documents qui sont vraiment normatifs, puis sur lequel on peut s'appuyer pour commencer à penser à déployer un environnement Zero Trust. À très, très haut niveau, voici à quoi ça ressemble. C'est tiré du document du NCC 0E. Dans le fond, ils ont fait un effort pour définir puis normaliser un petit peu plus l'environnement. La partie du bas sur ce dessin-là est vraiment ce qu'on avait au niveau du Zero Trust original, c'est-à-dire qu'un usager essaye de consommer un service ou d'accéder à un data, puis il y avait au centre quelque chose qui disait oui ou non. Donc, si on part, dans le fond, de la gauche à droite, la notion de sujet a été beaucoup étendue, c'est-à-dire c'est des usagers, c'est des services qui demandent des accès, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des services qui appellent d'autres services, donc la notion d'un usager a été étendue. Il y a vraiment aussi une notion de asset qui dans le fond, représentent tous les ordinateurs, les iPads, les téléphones qu'on pourrait utiliser, dans le fond, tout ce qu'on va prendre pour accéder à ce service-là. Puis après ça, la notion de ressources a été étendue parce qu'au départ, on parlait vraiment de données, tandis que là, on va vraiment parler beaucoup plus de data, aussi de tout ce qui est au niveau de l'infrastructure et des services qui sont offerts. Le Service Gateway, lui, a été comme explosé en différentes fonctions. Il y a d'abord le Policy Engine qui est au-dessus, qui, lui, dans le fond, est vraiment l'endroit où on définit nos politiques qui vont permettre ou pas d'accéder. Le deuxième niveau, c'est ce qui fait le calcul de la politique, parce que dans le Zero Trust, on va faire, dans le fond, un calcul de risque.
à partir de la politique. Puis, ce qu'on va faire, on va attribuer un score, puis ce score-là va nous permettre ou pas d'accéder au service. Donc, tout ça, c'est fait au niveau du Policy Administrator. Et finalement, ça, c'est passé en bas aux différents Policy Enforcement Points. Dans le fond, ça, c'est l'endroit où le data passe, puis qu'on permet ou pas qui passe. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un agent qui est dans un container, dans un sidecar. Ça pourrait être un firewall dans un réseau. Ça pourrait être un firewall virtuel qui est associé à une VM. Il y a toutes sortes de manières de faire le Policy Enforcement Point et c'est la responsabilité du Policy Administrator d'aller présenter la politique correctement à chacun de ces Enforcement Points-là. Si on regarde à gauche, à cette heure, c'est que la notion de monitoring, la notion de surveillance a beaucoup été augmentée. Dans le fond, dans la définition originale du Zero Trust, on disait oui, il faut monitorer les sessions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini qu'est-ce qui allait venir jouer dans le calcul du risque pour permettre ou pas la connexion. Donc, il y a tout l'aspect de data security, donc les politiques comme telles, ça c'est les politiques qu'on va établir, mais par après, à cause qu'on a défini les assets, qu'on s'est aperçu que, bon, l'usager, pour connecter, a toujours besoin de passer à travers, dans le fond, un appareil. Toute la notion d'endpoint security, la notion d'aller gérer ces assets-là devient extrêmement importante. Est-ce que cet appareil-là a été compromis? Est-ce qu'on peut y faire confiance? Est-ce qu'il y a des certificats? Bon, toutes ces notions-là, l'État, est-ce que l'État change, est un excellent focus, un très gros focus, puis dans le fond, sert à l'évaluation de la demande. Après ça, bien, il y a encore une fois la notion d'identité, j'en ai déjà parlé. Et finalement, on a rentré beaucoup de télémétrie. C'est-à-dire, bon, est-ce que ce type de service-là est sujet, est-ce qu'il y a une nouvelle vulnérabilité par rapport à la ressource dont il demande? On va monitorer le trafic, on va monitorer la localisation, on va monitorer le temps de jour, on va monitorer si les appareils sont proches l'un des autres. Dans le fond, il y a une série de télémétries qu'on va aussi utiliser pour venir élever le niveau de granularité avec laquelle on fait l'évaluation, qui n'était pas là dans les normes originales. Ce qui fait en sorte qu'au niveau des principes, ça a un petit peu aussi évolué. Donc, je ne les passerai pas tous, mais a priori, les importantes, c'est qu'on est passé de data source, qui était seulement du data, à un environnement qui est beaucoup plus large, qui considère encore une fois les ressources complètes de l'infrastructure et des services. Les communications, encore une fois, doivent être tous sécurisées. Ça n'a pas changé du tout. La notion que c'est par session, au niveau qu'on fait la requête sur des services, ça non plus, ça n'a pas changé. Par contre, les politiques doivent être dynamiques, c'est-à-dire que ce n'est pas statique. Ce n'est pas parce que j'ai été autorisé une fois que la deuxième fois que je fais une deuxième demande, peut-être 2 heures après, 3 heures après, pour accéder à la même ressource, je vais être autorisé. Peut-être que les conditions ont changé, puis à ce niveau-là, ça fait en sorte que les politiques doivent aussi être capables de changer de manière dynamique. Donc, c'est pas une entrée statique encore. Okay? Donc, il doit y avoir cette notion-là d'être capable de s'adapter aux conditions qui changent. D'accord? La notion d'évaluer de manière continue, comme j'ai dit, l'intégrité, que ce soit des ressources qu'on a, mais aussi des gens qui se connectent et des appareils qui sont utilisés pour connecter, est un gros focus. Puis, toujours, la notion d'authentification et d'autorisation pour accéder à la ressource est fondamentale à l'intérieur de l'environnement. Les hypothèses qu'on pose dans la nouvelle version, dans le fond, c'est qu'on prend pour acquis, non pas qu'on ne peut pas truster, qu'on ne peut pas faire confiance, qui était le principe de base de John, mais on part plus loin. On prend pour acquis que ça pourrait être compromis. D'accord? On prend pour acquis que, dans le fond, le réseau sur lequel je vais travailler, l'appareil que je vais utiliser, l'utilisateur qui va tenter d'accéder au service, puis même mes ressources à l'interne ont peut-être été compromises. D'accord? Puis ça, c'est un changement assez radical parce que, a priori, ça va nous donner à la fois d'autres méthodes pour faire les authentifications, le monitoring, etc., la télémétrie, mais ça va aussi nous donner un niveau de robustesse complètement différent. Puis je vais en reparler un petit peu plus tard. Donc, non seulement les ressources sont pas, on ne leur fait pas confiance, mais a priori, on part du principe qu'elles sont possiblement compromises. D'accord?
Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire à ça. Donc, si on regarde à cette heure comment que le NIST propose d'aborder la ZTA, OK, il nous propose 3 approches. Okay? La première, comme j'ai dit tout à l'heure, est vraiment basée sur la notion d'identité. Donc, toutes les politiques d'accès, dans le fond, vont prendre en ligne de compte vraiment la notion d'identité et les attributs qui vont être associés à l'identité. Donc, on va venir ajouter, évidemment, la notion d'usager, la notion de l'appareil qui est utilisé, etc., tout ce qui pourrait être environnemental à ça au niveau de comment je l'utilise, du moment où je l'utilise. Mais la règle fondamentale, c'est l'usager. C'est la gestion de l'usager, etc., qui est à la base de comment on va bâtir notre domaine de trust, de confiance. La deuxième est au niveau de la microsegmentation, parce qu'on part du principe que on a déjà peut-être un environnement qui est segmenté. Puis l'idée, c'est que la segmentation n'est pas suffisante, comme on a vu. Les périmètres ne nous servent à rien. Donc, l'idée, c'est est-ce que je peux passer de ce type d'environnement-là à un environnement qui est micro-segmenté, ou, dans le fond, au niveau granulaire, je suis capable d'aller mettre les enforcement points, les PEP, directement à chacune des ressources. Ils peuvent être gérés, pareil, de manière globale. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je pourrais retrouver, pareil, un segment web, admettons. Mais les politiques vont venir s'appliquer individuellement sur chacun des éléments. D'accord? Ça peut être encore fait par différents types d'appareils. Ça peut être un proxy, ça peut être un Next-Gen Firewall. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. OK? Mais l'idée, c'est qu'il faut que chacun de ces éléments-là soit en mesure d'être reprogrammé dynamiquement par le Policy Administrator. Malheureusement, on se retrouve de plus en plus dans des environnements virtuels. Si je prends le cas, mettons, du gouvernement du Québec, on est presque virtualisé à 100 %. Ce qui fait en sorte que, bon, la microsegmentation va s'appliquer, mais dans un modèle qui est un petit peu différent. Puis, l'idée, encore une fois, c'est qu'on va se retrouver non pas avec 1, 2, 3, 4 points de contrôle, mais avec des centaines et des milliers de points de contrôle à gérer. Manuellement, ça devient extrêmement difficile à faire. Donc, du moment où on s'en va dans une infrastructure virtuelle, il faut penser différemment. Puis, c'est cette notion-là de Software-Defined Perimeter. Right? Donc, le troisième élément qui est proposé comme approche, c'est de penser notre stratégie en termes de périmètres virtuels qui sont définis de manière logique, d'accord, qui vont utiliser un Software-Defined Network. OK? Puis qui vont prendre cette notion-là d'intention qui existe au niveau des politiques et venir l'appliquer au niveau du réseau. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du SDN, on est capable, la control plane d'un SDN est capable, dans le fond, de venir gérer des millions et des millions, des milliers d'instances un petit peu partout. Il y a cette notion-là de où les choses sont, quelles politiques doivent être appliquées, puis si ça bouge, si ça monte, ça descend, dans le fond, le control plane d'un SDN comprend tout ça et tient ces choses-là à jour. Donc, ça devient un élément extrêmement important. L'autre aspect, c'est que ça peut s'étendre au modèle de cloud, c'est-à-dire que l'identité est d'abord et avant tout le principe directeur au niveau des infrastructures cloud, mais en étant capable d'étendre une couche de Software-Defined Network à l'ensemble de nos environnements, qu'ils soient locaux ou sur le cloud, on est capable d'établir un control plane à ce moment-là qui serait capable de rejoindre tous nos environnements, puis d'avoir une couche commune qui permet de venir asseoir, dans le fond, le Zero Trust dessus, puis qui pourrait à ce moment-là traduire toutes ces politiques-là indépendamment des environnements avec une connaissance complète de tous ces environnements-là. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, du moment où on a une approche un petit peu plus info-nuagique, on va se retrouver probablement plus dans le premier et le troisième scénario. Maintenant qu'on comprend un petit peu où on en est au niveau de la norme, j'aimerais ça aujourd'hui passer au niveau des observations, des défis, puis des tendances qu'on voit. Au niveau des observations, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on commence avec cette idée-là de Zero Trust pour s'apercevoir qu'il y a des endroits dans le réseau où on ne sera pas capable de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont trop vieux, sur lesquels on ne peut pas venir installer d'agents, qu'on ne peut pas transformer.
Ce qui fait en sorte qu'on va avoir des environnements Zero Trust qui vont devoir côtoyer d'autres environnements qui ne le seront pas, ou possiblement aussi des environnements Zero Trust, mais qui utilisent des tactiques différentes dans chacune des deux cas. Donc, cette notion-là de cohabitation, ça devient de plus en plus présent. Ce qui amène certaines problématiques. Dans le fond, la norme ne dit pas comment intégrer. La norme ne dit pas comment passer d'une zone de trust à une autre zone de trust. Donc, l'intégration des politiques devient, dans le fond, un défi qui n'est pas adressé dans la norme. Okay? Ce qui veut dire aussi que comprendre où mon domaine de confiance, mon Zero Trust vit, puis où il se termine, devient super important pour être capable de déterminer comment j'arrive et j'en ressors. Tout ce qui est, dans le fond, nos usagers, nos services, nos ressources, qui ont la possibilité d'être introduits à l'intérieur du domaine de trust, mais qui auraient, dans le fond, une classification qui est différente, qui aurait une façon de procéder qui est différente, dans le fond, viennent miner l'idée d'un Zero Trust. Ce que j'essaie de dire, c'est que si, a priori, j'ai utilisé, je sais pas moi, une notion d'identité, puis que j'ai établi mes politiques là-dessus, mais à l'intérieur de ma zone de trust, je me retrouve avec 2 ou 3 services ou 2 ou 3 usagers ou appareils qui, a priori, je ne suis pas capable de les rentrer dans mon système, ce qui fait que je lui donne une porte sur le côté pour venir quand même consommer mes services puis d'être géré à l'intérieur du Zero Trust. Je viens de donner un vecteur d'attaque qui n'a pas le même niveau de sécurité que ce que j'ai dans le reste de mon domaine de Zero Trust. Ce qui fait que, dans le fond, on est aussi sécure que le maillon le plus faible de notre environnement, je viens de défaire, a priori, tout mon environnement de Zero Trust parce que j'ai permis à 2 ou 3 services ou 2 ou 3 appareils ou 2 ou 3 usagers de venir jouer différemment. La corollaire est aussi vraie. C'est-à-dire que si j'ai des items qui n'utilisent pas le même système d'authentification, c'est-à-dire le même niveau décisionnel pour permettre ou pas d'accéder à un service, c'est-à-dire, bon, cette idée de PE, PEP, puis de PA, là, puis avec les politiques qui sont établies, mais que, bon, Bruno, lui, peut passer à côté, ou que parce qu'on a tel type d'appareil, on peut passer à côté. Il n'y a pas besoin de passer dans cette chaîne-là, puis j'ai comme une porte d'accès par en arrière pour aller faire ça. Encore une fois, je viens de tout défaire le modèle, puis je viens dans le fond, d'enlever la crédibilité à cet environnement-là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vu qu'on prend pour acquis qu'il y a un changement, là, dans le fond, dans nos hypothèses de base, là, que tout peut être compromis à tout moment à l'intérieur d'un Zero Trust, puis la notion que de manière granulaire, je peux venir mettre un enforcement point sur chacun des éléments, ça vient nous donner, par contre, un bénéfice qui est énorme, si on le fait bien, c'est que, dans le fond, la résilience, le fait que cet environnement-là devient robuste, devient très, très fort. Parce qu'un élément qui est compromis, normalement, ne devrait pas être en mesure d'affecter tout le reste. Puis, vu qu'on est parti au niveau de la télémétrie puis de la surveillance de ces éléments-là, du principe qui était possiblement compromis, ça fait en sorte que, dans le fond, on devrait être en mesure d'isoler très, très rapidement tout ce qui se fait à ce niveau-là. Au niveau de nos défis maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la norme nous amène à certains endroits, mais que la maturité des produits qui sont disponibles sur le marché ne sont pas toujours là. Donc, il faut accommoder, il faut faire certains compromis. L'autre chose, c'est que pour beaucoup d'organisations, commencer ce voyage-là est un petit peu difficile. Puis, dans le fond, le feedback qu'on a a priori, c'est qu'on a beaucoup investi dans les technologies passées. Puis, il faut justifier, dans le fond, qu'on a mis X nombre de millions de dollars dans ça, qu'on a monté un modèle opérationnel dans ça. Donc, on est un peu pris dans un modèle de retour sur l'investissement qui nous pousse un petit peu plus loin en termes de mise en œuvre d'un Zero Trust. L'autre chose, comme vous avez remarqué peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernance à ce niveau-là, que ce soit au niveau des identités, des objets, des usagers, des ressources. Donc, une entreprise qui n'a pas cette habitude-là ou un groupe qui n'a pas cette habitude-là d'avoir un modèle de gouvernance en place, ça devient difficile pour eux de commencer, ou en tout cas, ils voient ça comme un écueil, au moins pour partir le projet.
Le troisième élément, dans le fond, c'est le personnel technique, les ressources, dans le fond, au niveau de la communauté, d'aller chercher des gens qui sont capables de nous accompagner, des compagnies qui sont capables de nous accompagner dans cette transition-là, de nous amener dans des preuves de concept, puis tranquillement nous guider dans ce voyage-là. La base, encore, c'est pas encore tout à fait répandu. Donc, il y a un manque de ressources à ce niveau-là. Au niveau sécurité, on se demande encore un petit peu, on n'a pas encore évalué si on était capable d'attaquer le control plane d'un Zero Trust Architecture. C'est-à-dire que, est-ce que je suis capable, dans le fond, d'envoyer de la mauvaise télémétrie qui ferait en sorte que je serais capable, par exemple, d'influencer une décision à ma faveur? On n'a pas vraiment encore été testé tout ce genre d'hypothèses-là. L'autre chose, c'est que, mettons que j'essaye d'accéder à un service, je peux être refusé pour X raisons, parce qu'il est tard, parce que j'ai changé d'appareil, peu importe. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. L'autre chose, c'est ça peut être aussi une attaque. Donc, le fait que ma transaction a été refusée peut être légitime, basé sur un paquet de critères, comme ça peut être aussi une bonne raison d'avoir refusé parce que c'est vraiment une attaque qui est en cours. Comment, au niveau de la télémétrie, des logs et tout, on est capable de différencier les deux? OK? Est-ce qu'on est capable, parce que dans les deux cas, c'est un non, mais dans un cas, c'est malicieux, dans l'autre cas, ça ne l'est pas. Donc, ça, encore une fois, il y a du travail à faire à ce niveau-là. On a parlé aussi des interopérabilités entre les zones de Zero Trust, les zones qui ne l'étaient pas, les différentes technologies qui étaient utilisées, le cloud versus ce qui est on-prem, admettons, les systèmes qui étaient legacy versus les nouveaux systèmes. Il n'y a pas de manière uniforme au niveau de la norme en ce moment d'interfacer tous ces environnements-là. Donc, il y a beaucoup de travail, de spécialisation à faire. L'entreprise versus qu'est-ce qui se passe en entreprise versus qu'est-ce qui se passe, entre autres, au niveau infonuagique aussi, ça devient difficile. Souvent, c'est des groupes différents, des silos différents avant de l'entreprise. Fait que même s'il y a une politique de gouvernance qui est commune, ça fait des implantations souvent qui sont différentes, ce qui n'est pas toujours simple. Une chose, c'est que un des objectifs de Zero Trust, c'est de ne pas venir surcharger l'utilisateur, de ne pas venir changer l'expérience utilisateur, mais à ce niveau-là, on a très, très peu de données à date. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment examiné l'impact de qu'est-ce qu'un ZTA pourrait venir faire sur comment accéder à un service, etc. La notion de toujours prendre pour acquis que l'usager, l'appareil qu'il utilise peut être compromis, de monitorer ça de manière permanente, est encore assez expérimental à ce niveau-là. Bon, il y a certains manufacturiers qui ont des solutions, mais c'est encore fragmentaire. L'autre chose, c'est de le faire à grande échelle. Prenons le cas, mettons, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, le nombre d'employés, les usagers qui viennent se connecter, c'est sur différents clouds, toutes les différentes ressources qui sont nécessaires. Comment est-ce qu'on fait ça à très, très grande échelle en ce moment sans se planter? C'est encore des choses sur lesquelles on travaille. L'idée de maintenir à jour toutes les banques de données qui sont nécessaires aussi, puis d'assigner des niveaux de risque, des niveaux de conformité, la gouvernance, d'où c'est que ça vient, puis de maintenir ça de manière uniforme à travers le temps est aussi un défi qui est majeur. Puis l'idée, encore une fois, qu'on va avoir des points de contrôle au niveau sécurité, les PEP, qui vont être distribués partout, possiblement à chacune des ressources, à chacune des appareils qui vont être utilisés, puis que les politiques vont être granulaires à ce point-là, fait en sorte qu'on ne pourra pas faire ça sans une forme de control plane qui va être automatique, qui va être capable de traduire les politiques dans un format qui est approprié pour chacun des PEP, puis qui comprend comment tout ça est distribué. Deux autres choses, c'est encore une fois au niveau des alertes, j'en ai parlé un petit peu brièvement, mais l'idée, c'est qu'au niveau des opérations journalières, quand je prends le téléphone puis je dis, mais là, je ne suis pas capable d'accéder à un service, il va y avoir tellement de télémétrie puis tellement de choses à regarder que ça va nous prendre des outils qui vont être capables d'identifier rapidement ces types de messages-là pour être capables de répondre et d'ajuster les politiques en fonction de ça. Mais c'est un travail énorme aussi à ce niveau-là.
L'autre chose, bien, ça j'en ai parlé aussi, les différents groupes à l'intérieur d'une même compagnie, même s'il y a un niveau de gouvernance qui est élevé puis qui est clair, peut faire en sorte qu'on va avoir des implantations qui sont différentes. Je parlais tout à l'heure, un basé sur l'identité versus l'autre, admettons, qui serait basé sur la microsegmentation. Comment est-ce qu'on fait pour passer de un à l'autre? Comment est-ce qu'on fait pour harmoniser un petit peu les métriques, les niveaux de sécurité, les scores qui sont donnés dans un avec les scores dans l'autre? Je donne un autre exemple. Du côté de Google, dans le fond, lorsqu'on met en place un système de zéro trust, le score se fait de 0 à 100, puis ça se fait en accumulant des points. Puis après ça, bien, quand on accumule des points versus un certain niveau pour accéder à un certain service, bien, si le score est suffisamment élevé, on a accès au service. Chez Microsoft, c'est l'inverse. Le score peut aller jusqu'à 850. C'est utilisé complètement différent. On peut retrancher des points. Il y a toutes sortes de trucs à ce niveau-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour harmoniser ces deux méthodes-là pour arriver à un niveau de score pour des services qui sont communs, qui pourraient être localisés à la fois chez Azure, admettons, et chez Google? Encore une fois, la norme ne dit pas, mais les équipes vont être confrontées à ce type de problème-là. Au niveau des tendances, il y en a plusieurs, j'en ai choisi quelques-unes. La première est cette notion-là de ce qu'on appelle un zero sign-on. L'idée, c'est au niveau des appareils qui sont utilisés, surtout le téléphone, au niveau des endpoints, est-ce que je peux, dans le fond, certifier que cet appareil-là n'a pas été compromis par toutes sortes de méthodes au niveau des certificats, etc. Puis arriver, qui viennent s'enregistrer, dans le fond, dans un système, qui fait des validations, etc., qui regarde ce que bon, peu importe la séquence. Mais un coup que je suis certain que cet appareil-là, au moment où la demande est faite, est valide, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'authentifie l'utilisateur à travers cet appareil-là, puis ça devient un petit peu comme ma carte. OK? Puis je peux utiliser cette carte-là un petit peu partout pour un temps donné. Ce qui fait en sorte que Bruno, admettons qu'il a passé à travers ce processus-là, qui est assis devant son ordinateur puis que là, essaye d'accéder à un service, on pourrait, au niveau de la télémétrie, se rendre compte que le téléphone est localisé juste à côté de cet appareil-là. Puis en théorie, bien, Bruno devrait avoir accès aux deux en même temps parce que, logiquement, il est à la même place. Si cet appareil-là, pour la période donnée, est fiable puis sert un petit peu de token là, pour authentifier, bien, je pourrais dire au moment où Bruno essaye d'accéder, envoyer un challenge sur le téléphone, dire est-ce que c'est vraiment Bruno qui essaye d'accéder? Bon, on passe à travers cette séquence-là sur le téléphone, puis ça permet de débloquer la session sur mon ordinateur. Donc ça, c'est une tendance tranquillement qui prend de plus en plus de place. L'autre, c'est toute la notion de Software Defined Center, de Data Center, qui a été lancé par VMware à l'époque, mais qui a été repris aujourd'hui largement parce qu'au niveau du cloud, on vous présente un stack, puis ce stack-là peut être automatisé, ce qui amène énormément de bénéfices au niveau des politiques. Par contre, comme je parlais tout à l'heure, que ce soit au niveau comment les politiques sont gérées, mais aussi au niveau des stacks, les piles sont vraiment différentes d'un à l'autre. Donc, un VMware versus un Google versus un Azure, les piles sont différentes. Donc, encore une fois, il y a un effort d'harmonisation qui doit être fait à ce niveau-là, mais le gain en termes d'automatisation du SDN et cela sont énormes, puis les gens investissent largement à ce niveau-là. La microsegmentation, si on regarde encore tout le travail qui a été fait par le docteur Cunningham au niveau de Forrester, puis un paquet d'autres travaux qu'il a fait au niveau de la défense, c'est vraiment central. C'est-à-dire que même sans aller au niveau d'un zéro trust, être capable de micro-segmenter, de voir tous les trafics est-ouest, nord-sud, d'avoir la capacité de venir intervenir granulairement sur chacune de mes ressources est super importante. La virtualisation est venue supporter ça à cause du control plane. Donc, tout ça, c'est un petit peu imbriqué. Puis, ça focus vraiment sur les ressources. C'est quelque chose sur lequel vous devriez définitivement avoir commencé à regarder si ce n'est pas déjà fait. Le dernier truc que je voudrais parler, c'est la notion de Secure Access Service Edge, SASE, vous allez entendre. C'est cette notion-là de prendre un paquet de trucs au niveau sécurité, de mettre ça dans un appareil qui est capable de gérer la notion de WAN, la notion de réseau distant, et d'aller mettre ça dans des succursales qui sert, dans le fond, de première étape
qui peut être géré au niveau du Zero Trust comme une sorte de première étape pour venir qualifier la session, venir qualifier les applications, venir monitorer. Vous allez voir beaucoup ça sortir parce qu'au niveau des fournisseurs de télécom, c'est un service qui va venir se greffer dans un environnement Zero Trust. Encore une fois, focus sur les ressources. Finalement, la dernière chose que j'aimerais vous parler, c'est un petit peu en rapport avec le manque de ressources. Alex Stamos, qui était l'ancien CISO chez Yahoo puis Facebook, puis aujourd'hui est professeur à Stanford au niveau de la cybersécurité, avait cette expression-là quand il parlait des Fortune 500, les 500 plus grandes organisations dans le monde. Il disait que sur les 500, dans le fond, il y en avait 100 qui étaient vraiment en mesure d'offrir des services de sécurité de qualité parce que, il était capable de coder, il y avait au-dessus de 1000 analystes en sécurité, il y avait des Red Team, Blue Team et compagnie. Puis les autres, ils les appelaient les Toasted 400, c'est-à-dire qu'il leur manquait des morceaux pour être en mesure de vraiment se prémunir, puis d'être en mesure d'offrir, dans le fond, un service de sécurité de qualité. Ça, c'est les 500 plus grandes compagnies au monde. Fait que si on compare même nos organismes à nous, nos propres compagnies, on ne fait même pas partie des Toasted 400. Donc, où c'est qu'on part dans cette chose-là? Où c'est qu'on va chercher nos ressources? L'idée, dans le fond, c'est qu'on va partir un petit groupe, puis on va faire exactement ce que NIST, avec le groupe associé, a fait, c'est-à-dire on va essayer de le faire, on va le monter, d'accord? Puis on va partir de la norme NIST. Puis l'idée, c'est de bâtir une expertise locale qui va un petit peu s'étendre, puis qu'on va pouvoir, après ça, réutiliser dans nos différentes compagnies, puis de bâtir un guide sur comment approcher ça de manière concrète, même si on n'est pas une de ces très, très grosses entreprises-là, qui, finalement, en bout de ligne, a un paquet de ressources que nous, on n'aura pas. Dans le fond, bâtir notre expertise, bâtir une communauté alentour de ça qui va pouvoir conseiller un petit peu tout le monde, puis après ça, bâtir un guide. Donc, ça devrait partir un petit peu ce printemps, fait que tenez-vous au courant. Donc, c'est ce que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Posez vos questions sur le chat. On va être là, on va répondre à tout ça. Je vous remercie de votre attention, puis au plaisir de vous rencontrer plus tard.